sont traitées vos données, et particulièrement vos données personnelles et vos métadonnées. Qu'est-ce que ça veut dire métadonnées? En réalité, quel est l'intérêt du commerce de métadonnées et quel est l'inconvénient pour vous utilisateurs d'Internet et de la technologie? Quel est l'intérêt de protéger vos métadonnées? Alors on en parle depuis des années, depuis très très longtemps. On parle de données, on parle de data, on parle de métadonnées, c'est principalement et globalement la même chose. Mais ce qu'on ne sait pas tant que ça, c'est pourquoi les GAFA se les raffolent. En réalité, vos métadonnées révèlent tout de vous. Vos métadonnées, on pourrait les rapprocher à toutes les petites données précises détaillant votre apparence, détaillant votre mode de vie, votre mode de pensée, votre façon de faire. C'est concrètement un ensemble de petites choses que personne ne peut connaître aussi bien que vous. Et en réalité, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2025, les entreprises gérant vos données vous connaissent pratiquement mieux que vous ne vous connaissez. Aujourd'hui, on navigue sur Internet, on utilise des outils informatiques. On a soit un téléphone, une tablette, un ordinateur, une télé ou tout autre appareil connecté. Des consoles de jeux par exemple. Si on prend l'exemple d'un téléphone, qu'on soit sur un Android, un Apple sous iOS, un Android, un Samsung, qu'on soit sur ce type de téléphone et d'environnement, dans tous les cas, il faut partir du principe que vous serez obligé, à un moment ou à un autre, de communiquer des métadonnées. Alors, il n'y a pas que vos données personnelles, votre nom, votre prénom, mais les métadonnées vont correspondre à tout un ensemble de données, le numéro de l'appareil, la version de l'appareil, l'heure de connexion, les habitudes de connexion, vos adresses IP, vos préférences, votre façon de faire, le nombre d'applications que vous installez, le nombre d'applications que vous allez utiliser avec leur nom, les services que vous allez contacter, les sites web que vous allez utiliser, votre fréquence de réveil, la fréquence d'utilisation de votre téléphone, vos heures de coucher, vos heures où vous travaillez, les moments où vous n'êtes pas chez vous, les moments où vous voyagez à l'étranger. Toutes ces informations-là, elles sont stockées, analysées et enregistrées et souvent, malheureusement, vendues. Même sur un PC, qu'on soit avec Windows, avec macOS, vous aurez le même problème. Tout type d'OS propriétaire et certains non propriétaires aussi, mais c'est moins le cas, on en reparlera plus tard, mais tout système d'exploitation propriétaire va communiquer avec leurs outils. En l'occurrence, Windows communiquera avec les services Windows, avec les services Windows de protection, avec les services Windows publicitaires, avec les services Windows de mise à jour. Ces communications-là vont envoyer des informations sur votre matériel, le nom de la carte mère, le nom de la version de votre Windows, les applications que vous avez installées dessus, le stockage restant. Toutes ces informations-là sont pratiquement infinies. Je vous donne des exemples, on pourrait en donner 10 millions de plus. Des très très précises petites informations qui seront utilisées pour le traitement de certains outils, certains systèmes, mais qui seront pratiquement tout le temps utilisées pour du ciblage publicitaire, et donc pour de la revente de ces métadonnées dans le but de faire du ciblage publicitaire par ce qu'on appelle des brokers, donc des revendeurs, des courtiers en données. Aujourd'hui, même via des applications téléphoniques, on peut aussi avoir ce même problème. On n'a pas besoin d'installer que Windows, de l'ouvrir et d'automatiquement avoir ses connexions à différents services sur son système. Il suffit par exemple d'installer une application sur son téléphone, d'autoriser l'accès total à nos photos ou à nos contacts, et rien que cet acte d'autorisation des photos complets ou des contacts complets permet à cette application, par le biais de la connexion Internet, d'accéder à vos photos localement sur le téléphone, de les sauvegarder potentiellement, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils le fassent, mais ils peuvent le faire, de les sauvegarder sur leur serveur et de les utiliser à des fins d'analyse, de revente de données. En résumé, pour être maître de ces données, vous devez faire attention aux droits que vous accordez, par exemple, sur une application sur votre téléphone. Vous devez faire attention aux informations que vous rentrez sur tel ou tel site internet. Vous devez faire attention à tel ou tel système d'exploitation que vous utilisez. Vous devez être conscient qu'avoir un numéro de téléphone aujourd'hui, c'est ne pas le donner n'importe où, ne pas le abonner n'importe quand. C'est potentiellement une information qui sera impossible à cacher. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous avez un numéro et que quelqu'un dans votre dans vos contacts, fait une autorisation complète par exemple sur une application,
partir de ce moment-là, votre numéro il sera enregistré dans une base de données. Donc c'est un peu inévitable, malheureusement. Donc il y a des techniques, jongler avec plusieurs numéros de téléphone, des eSIM, des numéros jetables. C'est aujourd'hui la meilleure solution. Pareil pour les emails. Vous pouvez faire la même chose. Vous avez un email aujourd'hui, vous pouvez le protéger avec différentes techniques. Comme on peut voir à l'écran, rajouter un plus, quelque chose derrière, pour savoir déjà d'où ressortira si jamais il y a un leak de données. On pourra savoir sur quel service a revendu vos données, quel service a été attaqué et a fait fuiter votre adresse email, parce qu'elle aura le nom de votre adresse email plus un nom que vous lui aurez donné. Mais ça ne change rien à l'adresse email. Alors, prenons un exemple. Dans le cas où j'ai une adresse temporaire @google.fr, cette adresse-là, elle peut changer. On peut la démultiplier dès qu'on a un leak de données ou un risque cyber. Bref, cette adresse email, on va faire une redirection avec l'adresse véritable @google.fr. Ça, c'est ma vraie adresse qui ne change jamais. C'est la véritable. Mais la temporaire, dès qu'il y a un leak ou dès qu'il y a un risque, je la change. Et sur chaque nouvelle adresse, je referai une redirection sur ma véritable adresse qui est protégée et qui ne changera jamais. Celle-ci ne pourra jamais être leak parce que celle-ci reçoit les emails que par redirection. Alors, les données, elles sont anonymisées. C'est le discours habituel qui est donné pour vous rassurer. En réalité, une métadonnée anonymisée n'a plus de valeur. Une donnée, si on l'anonymise, une métadonnée anonymisée, c'est une métadonnée qu'on va dégrader. Si on dégrade une métadonnée, on va supprimer des informations. On va, par exemple, au lieu de donner l'âge précis, donner une fourchette de l'âge. Au lieu de donner des informations sur le système utilisé, on va plutôt considérer qu'il a un appareil téléphone ou PC. Mais on ne précisera pas si c'est un Windows ou un macOS, un Android ou un iOS, un appareil Linux ou totalement open source sur un autre OS. Mais en faisant ça, on dégrade la donnée. Et cette donnée, si on la dégrade, elle perd de sa valeur. Donc en réalité, ces données précises ne sont pas dégradées, ou très peu, ou alors pas assez suffisamment. En l'occurrence, dans une base de données de milliards de possibilités, avec des centaines de milliers de critères par personne, on ne parle pas que du nom, on parle du type d'appareil, on parle de la zone de naissance, de la zone d'habitation, du travail, de la tranche d'âge, du type de matériel utilisé, des tranches d'utilisation. Bah oui, votre appareil, s'il communique les utilisations moyennes, les horaires d'utilisation moyenne, si on le cumule à potentiellement une génération, on pourrait très facilement rechercher quelqu'un jeune, entre 18 et 20 ans. Donc potentiellement, on fait un filtre. Je veux les métadonnées d'utilisation de téléphone de plus de 5 heures par jour, entre très tôt et très tard le soir, dans une section de personnes nées entre 2000 et 2020. Je veux aussi des téléphones récents. Je veux aussi des connexions rapides. Je veux aussi... voilà. Et plus on rajoutera de critères, plus ça sera précis. Aujourd'hui, des données anonymisées pourront très facilement, avec tous ces critères de plus en plus complets et de plus en plus nombreux, vous retrouver. Ce qui veut dire que l'anonymat aujourd'hui sera rompu par les métadonnées. Et pas simplement votre nom et prénom, et l'email, le numéro de téléphone et le RIB qui sort parce qu'il y a eu un leak de données, mais parce que chaque service que vous utilisez revend en majorité vos données, vos métadonnées. Et ces métadonnées au cumul, c'est-à-dire les métadonnées de Google, de Facebook, de votre système d'exploitation Windows, par exemple, au cumul dans l'ensemble, une fois que 150 entreprises les ont collectées, revendues, elles forment sur vous une énorme étiquette d'identification comprenant toutes les informations électroniques sur vous. Et pas que. Et ça vaut de l'or et ça se vend aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des bases de données qui peuvent être louées, qui peuvent être achetées. Aujourd'hui, vous avez des études de marché qui peuvent être achetées simplement grâce à des entreprises disposant de bases de données énormes. Elles peuvent vous proposer sur pratiquement tous les Français toutes les informations que vous voulez. Aujourd'hui, on a des entreprises qui disposent de bases de données en France de plus de 66 millions de Français, c'est-à-dire presque la totalité des Français. Et avec ces bases de données-là, on retrouve des numéros de téléphone, mais aussi
des utilisations, des types d'appareils, des types de navigateurs, des types de consommation, des zones de résidence, des zones d'utilisation, des zones de voyage. Toutes ces informations-là permettent à n'importe qui mettant le prix de retrouver plus ou moins facilement une personne. Alors certes, vous n'aurez pas la localisation instantanément comme peuvent l'avoir les services de renseignement, vous n'aurez pas accès directement au compte de la personne, mais vous aurez un état global de qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il peut faire. Vous pourrez avoir accès facilement en payant à n'importe quel numéro de n'importe qui en France. Il suffit de payer. Les emails, c'est pareil, on est obligé d'avoir des services propriétaires. Windows est propriétaire, macOS est propriétaire, Word est propriétaire, Google est propriétaire. On sera obligé, dans une certaine mesure, sur certaines choses, d'avoir un service propriétaire. Mais de plus en plus se développent les services open source. C'est possible de créer un drive, une messagerie non propriétaire. Mais les réseaux sociaux non propriétaires, est-ce que c'est vraiment possible ? Seul l'avenir nous le dira.